Merci beaucoup Pascal pour cette brillante fouille archéologique d'une archéologie. Je serais tentée de te demander si tu serais d'accord pour dire que tu nous proposes un tournant sociologique dans la généalogie des valeurs, mais on en discutera plus tard après les questions de Barbara. J'aurais aussi été tentée de te demander si dans la pile de livres sur son bureau il n'y avait pas aussi Schopenhauer, et ce qui se passerait si on introduisait la notion de représentation dans cette analyse. Mais voilà, je ne veux pas anticiper sur ce que va proposer Barbara, donc on va écouter Barbara avant de discuter. Alors, je dois promettre par honnêteté que je n'ai pas de titre particulier pour discuter cette conférence, sauf le fait que je suis un collègue philosophe au CRAL, un collègue de Pascal, donc, et peut-être il aurait été plus opportun de choisir un discutant spécialiste de Foucault, et peut-être dans la salle il y en a certaines qui prendront la parole après moi. Donc je vais essayer d'être brève. N'étant pas un spécialiste de Foucault, mes commentaires seront comme ceux d'un philosophe généraliste, qui est un peu comme les médecins généralistes. C'est lui qui est consulté pour un premier diagnostic général avant de référer les patients à un autre médecin spécialiste. J'ai articulé ma discussion en 2 points. Le premier est sympathétique avec l'approche de Pascal et radicalise même son propos. Le second, par contre, est plus critique. Mon premier commentaire, donc, concerne un des points essentiels soulevés par Pascal Angèle, la question du rapport entre la vérité et le pouvoir et, plus amplement, entre connaissance et intérêt. Pour attaquer la conception de la vérité de Foucault, comme on l'a entendu, Pascal l'a reconduit à son modèle inspirateur, celui de Nietzsche. Derrière l'idée foucauldienne de la vérité, il y a la conception nietzschéenne volontariste qui fait de la connaissance une dimension subordonnée, voire un instrument de la volonté de puissance. Elle peut se résumer en 2 principes. 1. Les savoirs dériveraient d'un désir externe motivé par des fins étrangères à la connaissance elle-même. Ils seraient voulus par une volonté qui, justement, se sert du savoir pour des fins propres relatives aux ses exigences d'auto-affirmation. 2. La vérité, pour paraphraser Trasimac, est toujours la vérité du plus fort. Cette démarche analytique me trouve tout à fait d'accord. Bien qu'elle force indubbitablement les textes de Foucault, en les contraignant à expliciter des fondements épistémologiques en premier lieu, mais aussi en dernière analyse métaphysique, que Foucault refuserait certainement d'énoncer de cette façon. Je voudrais ajouter que de ce point de vue, ce qu'on peut dire de Foucault, on peut le dire de quelconque auteur qui exerce la critique du pouvoir et des jeux de vérité dans une perspective généalogique, comme par exemple le Bourdieu, sociologue de la science. Certainement, si on veut attaquer de front la question philosophique du rapport savoir-pouvoir, c'est avec Nietzsche qu'on doit se confronter. Mais Pascal fait aussi une démarche ultérieure que je partage. Il reconduit la question du rapport entre vérité et pouvoir à celle logiquement prioritaire du rapport entre connaissance et intérêt. L'enjeu ultime de sa critique de la figure philosophique Foucault-Nietzsche est la conception fonctionnaliste de la connaissance, selon laquelle les savoirs et la vérité ne sont que des fonctions de la vie, des moyennes subordonnées à des fins, c'est-à-dire des intérêts vitaux de ceux qui connaissent et qui sont les êtres humains. Et ces intérêts vitaux comprennent aussi bien les finalités aveugles et potentiellement violentes de la volonté de puissance nietzschéenne, soit aussi bien que les finalités plus soft, urbaines et communicationnelles de la conception pragmatiste. Pascal Angèle insiste polémiquement sur les affinités profondes qui relient 2 traditions de pensée apparemment très éloignées, comme le nietzschénisme et le pragmatisme. Et il a raison en soutenant que, d'un point de vue de la question philosophique essentielle, à quoi servent les savoirs, donc indépendamment de leur divergente anthropologie et épistémologie, il n'y a pas de différence fondamentale entre les philosophies qui conçoivent les savoirs comme un moyen et non pas comme une fin. Mais qu'est-ce que ça signifie que le savoir n'est pas un moyen mais un fin? Pascal répond sans abandonner la dimension épistémique. Le savoir sert à savoir, c'est-à-dire il sert à la vérité, et dans un sens normatif, il ne doit que servir la vérité, qui est son but unique et légitime. Dans sa perspective, les conséquences relatives à la vie et à la conduite humaine interviennent ultérieurement en 2e degré, comme des questions d'éthos de la connaissance, à savoir comme des vertus ou des vices épistémiques relatifs à l'attitude correcte ou incorrecte avec laquelle ceux qui prétendent savoir se rapportent à la connaissance et à la vérité. Sincérité, mensonge, courage de la vérité, hypocrisie, snobisme, etc. Selon Pascal,
le savoir a une dimension morale dans la mesure où, pour s'exercer selon la fin de la vérité, exige de la part de ceux qui connaissent des attitudes épistémiques justes. Or, à partir de la même argumentation de Pascal, je voudrais oser une démarche ultérieure. Je voudrais suggérer que les paris philosophiques les plus radicaux de la critique de la conception fonctionnaliste du savoir consistent dans la possibilité de penser même sans renversement, c'est-à-dire dans la possibilité de penser que la fin ultime de la connaissance n'est pas de servir, mais bien au contraire de transcender les intérêts et les finalités de la vie, humaine et trop humaine. C'était le but originaire et authentique de la philosophie selon la tradition importante, mais désormais minoritaire, qui se réclame d'Aristote et qu'on retrouve de manière exemplaire chez Spinoza. Cette conception du savoir affirme qu'on doit connaître le monde, les choses, les devenirs, la réalité humaine elle-même, d'un point de vue qui ne tient pas compte de notre intérêt relatif, celui des êtres finis, limités et contingents, qui sont aveuglés par leurs fins particulières et par leur volonté. C'est ce qu'on appelle normalement le point de vue divin, qui peut être invoqué tranquillement même par des philosophes athées comme Spinoza. En ce dépassement de la condition humaine, qui fait de l'homme un objet du savoir parmi les autres et non pas une fin, Aristote et Spinoza identifiaient l'eudaimonie, le bonheur ou la félicité de connaître. Nous, les modernes, habitués à concevoir les savoirs et la science à la façon de Bacon et de Descartes, comme quelque chose d'essentiellement utile à l'homme, qui sert à la domination de la nature, au contrôle du monde extérieur, à l'amélioration de notre vie mortelle, nous avons la tendance à oublier qu'à côté de cette conception pragmatique, fonctionnaliste, tout à fait légitime et en fait dominante même au niveau des pratiques et des institutions aujourd'hui, est encore possible une conception du savoir dont le fin ultime est le dépassement de la situation contingente à l'intérieur du temps et de l'espace. Ce qui comporte aussi la transcendance des intérêts vitaux et de la volonté de puissance, c'est-à-dire de la dimension fonctionnaliste, humaine et trop humaine de la connaissance. Pour démontrer comme il y a encore des philosophes qui pensent la vérité et l'objectivité du savoir de cette façon, je peux apporter l'exemple de Charles Larmor, philosophe américain que Pascal estime, comme moi, et qu'il défend à maintes égards des conceptions absolument modernes de la morale et de la politique. Il affirme résolument de se reconnaître encore en cette définition de la connaissance. Je l'ai traduit de l'anglais. Ce qui est vrai n'est pas vrai pour nous, mais il est vrai absolument. Dans des moments pareils, le savoir ne sert à rien. Il existe pour soi et en ce faisant, il déploie sa vertu la plus élevée. Évidemment, celle que je suis en train de décrire est une conception carrément cosmique, métaphysique de la philosophie, moins pratique que contemplative, ou pratique au deuxième degré, dans le sens qu'elle conduit à la sagesse comme identification de la connaissance et du bonheur, et surtout qui est extrêmement éloignée et distante de la tâche des intérêts des sciences humaines et sociales. Je crois pourtant que cette conception alternative du savoir doit être au moins évoquée en ce contexte pour compléter l'argumentation critique de Pascal. Tandis que sa position me semble requiert le dépassement du fonctionnalisme comme condition épistémique pour la réalisation de la vérité, dans cette figure philosophique ultérieure, on pourrait l'appeler la sagesse, le dépassement du fonctionnalisme est tout à fait le but de la connaissance. Et pour éviter des malentendus et la critique circulaire qui pourrait être soulevée de la part nietzschéenne et bourdieusienne, j'évitais intentionnellement de parler des désintérêts. C'est un mot qui risque toujours de renvoyer à la conception élitiste du savoir comme privilège de ces groupes sociaux qui disposent du loisir, de la scolaire, etc. J'aurais pu parler aussi d'intérêt correctement entendu, intérêt pour le fait que la connaissance importe en soi. Quoi qu'il en soit, bien que les partisans de cette vision non fonctionnaliste ou contemplative du savoir parlent de science, à commencer par Aristote qui parle d'épistémé, est important de préciser encore une fois que les sciences humaines et sociales ne peuvent pas que prendre du recul de cette conception de la philosophie, dans la mesure où elles restent intentionnellement internes à la perspective anthropocentrique et fonctionnaliste. Elles veulent étudier les hommes pour servir les intérêts des hommes. Et au lieu d'enquêter sur la place relative de l'homme dans le monde et dans les devenirs, elles se concentrent sur les mécanismes et les dynamiques du monde humain et sur sa réalité spécifique. Et avec cela, j'en viens au second point de ma discussion, qui sera en revanche critique à l'égard de la lecture que Pascal offre de Foucault et qui se fonde sur un rappel, non pas à l'ordre, mais quand même à la réalité et au réalisme. C'est un peu la partie que tu as coupée. Ma thèse est que Pascal critique Foucault sur la base d'une conception physicaliste du réalisme
qui non seulement ne rend pas justice à Foucault, parce qu'elle ne tient pas compte de ces questions spécifiques et de ces problèmes spécifiques, mais elle ne rend pas non plus justice au sens social, parce qu'elle ne tient pas compte de la forme spécifique des réalités, la réalité sociale, qui est en jeu dans leur forme de connaissance. Pour m'expliquer, je vais reprendre à la lettre la conception réaliste de la vérité que Pascal défend. Et je m'excuse si je vais répéter des choses qui sont connues, je vais les simplifier un peu. Les réalistes sont ceux qui pensent qu'il existe un état des choses qui est indépendant du fait que quelqu'un sache que les choses sont ainsi et que par conséquent, les énoncés qui disent que les choses sont ainsi sont vrais, qu'on les sache ou non. Toute assertion sur le monde est vraie si les choses sont comme on l'affirme ou fausse si les choses ne sont pas comme cela. Comme on le sait, cette conception s'inspire de la fameuse définition de vérité de la métaphysique d'Aristote, et dans des termes plus actuels, elle est reprise dans la définition minimale de la vérité proposée par le logique polonais Tarski. Pascal la cite dans l'ouverture de son essai dans la version écrite, mais je voudrais la rappeler encore une fois pour rendre mon argumentation plus précise. Il est vrai que P si et seulement si P, la neige est blanche si et seulement si la neige est blanche. Cet concept de vérité ne réduit pas toutes les significations possibles de vérité, évidemment, mais il exprime la caractéristique substantielle, les noyaux centrales inéliminables sans lesquels on ne parle plus de vérité mais d'une autre chose. Une petite parenthèse importante pour notre discours qui sera relatif aux sciences humaines et sociales est qu'avec des énoncés qui se réfèrent à des états, à côté des énoncés qui se réfèrent à des états présents du monde, la neige est blanche, il pleut, il y a 3 ordinateurs sur cette table, etc., cette définition de la vérité semble fonctionner même avec des états passés du monde. Les énoncés, les Twin Towers, ont été abattus par 2 avions de ligne et non pas par une bombe, où Berlusconi était président du Conseil en Italie en 1994, se prête à ce type de vérification externe compatible avec la définition minimale. L'énoncé est vrai si et seulement si. Dans ce sens très restreint, qui concerne des faits positifs, donc le réalisme pur peut être appliqué même à l'histoire, même si aucun historien n'accepterait, je pense, l'idée que le simple établissement des faits est une définition exhaustive de son travail. Mais or, je me demande, c'est vraiment de ce type d'énoncés qui parle Foucault et qu'il met au centre de sa recherche sur la vérité? Pas du tout. Je ne sais pas si Foucault mettrait vraiment en doute la conception minimale réaliste de la vérité, mais ce qui est certain est que les genres d'énoncés avec des prétentions véritatives avec lesquelles il s'est vraiment confronté est complètement différent. On peut l'illustrer avec des exemples de ce type. Cette personne est folle, cette catégorie de personnes est sexuellement perverse, délinquante, anormale. Des énoncés de ce type ne ressemblent que superficiellement à ceux du premier type. Il est évident que dire que cette personne est folle, cette personne est perverse, délinquante, anormale, n'est pas la même chose que dire la neige est blanche, parce que dans son intention apparemment constative, elle sous-entend des implications qui compliquent énormément la simple définition sémantique de la vérité. Je vais simplifier beaucoup. En premier lieu, diversement du concept de blanc, les concepts de folie, perversion, délinquance ne peuvent pas être définis sans renvoyer à un schéma conceptuel d'origine historique et sociale. Je ne parle pas délibérément du jeu de vérité pour rester à l'intérieur d'un langage plus familier à la tradition analytique. Comment peut-on définir les concepts d'anormalité sans renvoyer la signification et au sens que ces concepts ont à l'intérieur d'un contexte culturel déterminé? Sans se demander, par exemple, normal et anormal par rapport à quoi? Chaque tentative de définir la normalité, la folie ou la perversion en des termes purement positifs et physicalistes devrait faire appel à la nature humaine et à la possibilité de la définir de façon incontestable, une chose que personnellement je retiens simplement impossible, même avant même que risquée. En deuxième lieu, comme il est déjà évident de la remarque précédente, les schémas conceptuels présupposent une forte dimension normative, classificatoire et axiologique. Les catégories étudiées par Foucault, fou, pervers, délinquant, anormal, ne sont pas neutres comme les concepts de blanc, mais ils impliquent une évaluation des personnes. Les saines, il vaut mieux que les folles, la normale est pire que les normales. Et cette évaluation, qui coïncide immédiatement avec un effet de classement hiérarchique, renvoie naturellement à une série d'implications morales, juridiques et politiques. La possibilité d'être renfermé dans un hôpital psychiatrique, en prison, dans un camp de concentration. L'idée même du performatif dont l'abus inflationniste et imprécis est justement critiqué par Pascal dans son texte, me semble pourtant valide dans la mesure où il fait allusion à une considération banale mais décisive.
les concepts normatifs, pour leur même définition, ont des effets pratiques dont les répercussions vont au-delà du domaine de la connaissance pure parce qu'ils font des choses ou ils légitiment et autorisent à faire des choses. Autrement dit, la recherche de Foucault sur la vérité devait être comprise et évaluée en tenant compte du statut spécial que les énoncés qui sont au centre de son enquête, des énoncés qui sont au centre de son enquête et qui renvoient à ceux qu'on devait proprement définir sur la base de Searle, non pas des faits bruts, comme ceux qui sont connus par les sciences physiques, mais des faits sociaux. Des faits dont font partie naturellement les valeurs, avec les implications statutaires et normatives, et dont la forme spécifique des réalités implique par nécessité une partie au moins des constructions humaines et sociales, dans le sens institutionnel enquêté spécifiquement par Searle, et dans le sens et développé par exemple par Bourdieu, comme dans le sens plus épistémologique enquêté par Ian Hacking, et d'autres approches sont possibles. Sans m'engager dans la discussion de ces approches différentes et ces développements, je voudrais seulement rappeler que c'est celui-ci et seulement celui-ci le domaine de la vérité dans lequel Foucault a opéré intentionnellement et officiellement et dont il a essayé d'offrir une généalogie. Ce n'est que dans les domaines des faits sociaux, étudiés par les sciences humaines et sociales, que sa réflexion sur la vérité, sur la connaissance acquiert un sens. Pour conclure, en mettant momentanément de côté Foucault et en revenant en revanche à la philosophie de Pascal Engel, et notamment à sa définition du réalisme, nous pouvons nous demander si une approche réaliste se prête à la connaissance de la réalité sociale ainsi définie. Ma réponse personnelle est que oui, mais qu'à la condition qu'il s'agisse d'un réalisme qui suit et respecte la logique spécifique de l'objet spécifique, et qu'au lieu de réduire la réalité sociale à la réalité physique, élabore une approche respectueuse de la constitution sociale et historique de la réalité humaine, de sa dimension normative intrinsèque, de son mélange incontournable de faits et de valeurs. Au fond, justement Aristote, à qui Pascal ne cesse pas de se réclamer, pensait que la réalité humaine, dont la connaissance revienne au domaine particulier de la philosophie pratique, requiert une forme de connaissance juxta propria principia, distante de celle du monde physique, une connaissance plus proche du probable que du certain, mais néanmoins scientifique. Une définition du réalisme dans les sciences humaines devait peut-être repartir de la philosophie pratique d'Aristote. Merci. Merci beaucoup. Merci Barbara pour ces belles propositions. Bravo. Et Pascal. Je vais essayer de répondre rapidement pour ne pas empêcher la discussion sur d'autres points. Merci beaucoup Barbara. Je crois que tu as bien vu où je voulais en venir, mais il y a un point sur lequel il me semble qu'on a un désaccord. Je n'ai pas prétendu, ni dans l'arrière-plan de mon exposé, ni dans l'avant-plan de mon exposé, défendre une quelconque théorie métaphysique de la vérité. Le schéma d'Aristote, P est vrai si et seulement si P, peut être parfaitement accepté par des philosophes qui n'ont pas une conception réaliste de la vérité. Il suffit simplement d'admettre que, si tu veux, même un philosophe comme Rorty pourrait accepter ça. Bon, peut-être pas parce qu'il est assez radical, mais il suffit d'admettre simplement qu'il y a une différence entre vérité et justification, et il suffit d'admettre que lorsque vous voulez que le concept lui-même de vérité a un sens, que le concept ordinaire de vérité a un sens. Je ne me suis appuyé que là-dessus. Tu parles de physicalisme, je ne crois pas à aucun moment m'être engagé envers quoi que ce soit, parce que le physicalisme est une doctrine qui était tenue par exemple par certains membres du cercle de Vienne comme Otto Neurath, qui défendait l'idée que toutes les sciences sociales, puis ensuite devaient pouvoir se réduire par une espèce d'entonnoir à la biologie, puis finalement à la physique. Donc il y avait une sorte de plancher. Jamais je n'ai dit quoi que ce soit de ce genre, et ce n'est pas du tout un engagement par rapport. Maintenant, effectivement, tu as parfaitement raison qu'on peut, à ce moment, on peut limiter le propos de Foucault en disant finalement Foucault a été un philosophe des sciences sociales, son domaine, son ambito, ne s'étend que de là. C'est un peu dommage par rapport à un certain nombre des positions qu'il aurait défendues, parce qu'effectivement, il semble quand même bien avoir à la fois lui-même pris position comme un philosophe, disons, qui voulait aller au-delà. Alors tu as raison en effet de dire que
presque toutes les choses qu'il a étudiées correspondent à des énoncés dans les sciences sociales dont le statut de vérité strictement littérale et, disons, réaliste. Il y a des fous, il y a du chômage, etc., est problématique, et que c'est justement, en quelque sorte, un peu oublié que Foucault s'est intéressé à ces énoncés qui sont plus ou moins indéterminés. Maintenant, le fait qu'ils soient indéterminés, que les énoncés des sciences sociales ne soient pas des énoncés qui se laissent vérifier à la même manière que la neige est blanche, j'aurais envie de dire que est-ce que ça signifie pour autant que dans les sciences sociales, on ne peut jamais dire la moindre vérité, y compris même du genre la neige est blanche? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de sociologues qui ne vont pas jusque-là. Il me semble que si tu poussais, disons, l'antitarskisme dans les sciences sociales jusqu'à sa limite, effectivement, tu aboutirais à une conception des sciences sociales dans laquelle aucune objectivité ne pourrait être obtenue. C'est peut-être la position de Foucault. Ça réduit beaucoup sa position. Enfin, un dernier point, le fonctionnalisme. En fait, ma position est très fonctionnaliste, mais peut-être qu'on n'entend pas fonctionnalisme au même sens. Ce que tu as appelé fonctionnalisme, me semble-t-il, c'est la conception selon laquelle la vérité et la connaissance ont des fins qui sont extrinsèques par rapport à elles et visent ces fins de façon constitutivement. La vie... C'est ce que tu appelles la philosophie de la moi, vie. ce que j'appelle fonctionnalisme, c'est un peu autre chose. Ce serait, puisqu'on veut rester dans les sciences sociales, ce serait plutôt au sens où, quand on parle de fonctionnalisme en anthropologie, ce serait l'idée qu'il existe une certaine sorte de système. Ce système est en quelque sorte bien lié, bien structuré, et il est ce que j'ai appelé le système vérité, assertion, croyance, et il fait partie de la manière dont le système social fonctionne. Et ça n'est pas du tout étranger, ceci pour reprendre ce que me disait Nathalie, ce n'est pas du tout étranger avec une enquête de sciences sociales. Autrement dit, il ne faut pas lire ce que j'ai dit comme une espèce de montée d'un philosophe qui serait revenu d'entre les morts, c'est-à-dire tué et reparaissant en haut d'une falaise pour juger l'univers foucaldien en bas de la vallée. Non, il me semble qu'on peut garder, disons, le système minimal ou les fonctions minimales de la vérité et étudier la manière dont dans les institutions, dans les groupes sociaux, et sont conciliés. Autrement dit, ça revient à dire que, bien entendu, on peut faire de la sociologie, bien entendu, on peut faire de l'anthropologie, bien entendu, on peut faire de l'histoire, mais pas une histoire qui aurait commencé au départ par dire à la vérité et à la connaissance, laissez vos chaussures à la porte. Tu vois ? Des interventions. Gloria. Merci beaucoup pour Pascal et Barbara pour cette présentation vraiment passionnante. J'avais une question pour Pascal autour de l'aspect plus la phase finale de ton texte. Ta fiction à la Williams d'un état de nature où justement se constitue ce triangle vérité, assertion et croyance sur la base de la capacité à disons, détecter les bons informateurs. Mais Williams base, je veux dire, cet état de nature voilà, fictionnel, initial, les conditions de possibilité, quand même sur une valeur qui est la confiance. Le fait que tu fais confiance de façon affective à tes proches, aux autres, au cercle familial. Il y a une espèce de dimension. Donc, d'une certaine façon, même là, même Williams introduit là aussi quelque chose qui est extra-alétique, qui est la confiance, qu'on pourrait dire. Bon, c'est même pas une vertu morale, c'est une disposition affective. Enfin. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ta position est différente par rapport à celle de Williams? Ben, à vrai dire, bon,
Bon, je m'inspire plutôt de l'auteur dont Williams s'inspire, à savoir Edward Craig. Hein, c'est un livre qui s'appelle « La connaissance et l'état de nature hein, », paru en 1991, et Williams élabore à partir de là. Bon, d'abord, je ne suis pas du tout certain que cette fiction de l'état de nature, elle ait besoin, disons, à ces premières étapes de la notion de confiance. Moi, je comprends plutôt la fiction de l'état de nature comme demandant des propriétés telles que la fiabilité. C'est-à-dire, ce que tu veux de ton informateur, c'est qu'il ne te raconte pas des bêtises, au sens où il te raconte, il te dit la vérité plus souvent qu'il ne te dit la fausseté. Donc, je ne suis pas absolument sûr que la confiance puisse intervenir au premier niveau. Maintenant, si on accepte la confiance, ça dépend de la théorie du témoignage que l'on a. Bon, il y a une théorie du témoignage sur laquelle le témoignage, c'est quelque chose comme une certaine forme de passage de relais de l'information. Il y a d'autres théories du témoignage sur laquelle on doit présupposer une sorte de confiance minimale. Si tu défends cette conception anti-réductionniste du témoignage, je peux l'admettre. Mais en même temps, est-ce qu'elle est vraiment tellement extra à l'éthique ? Parce que le bien que tu recherches dans cette situation-là, c'est la connaissance et c'est la vérité. Donc c'est quand même l'objectif que tu veux atteindre. La confiance est au service de ça, mais c'est pas le système de la communication primitif qui est au service de la confiance ou qui en quelque sorte est conditionné par la confiance. Bien sûr, il y a de la confiance, mais le système dans ses étapes initiales, il fonctionne simplement avec le fait que, par exemple, tu observes que quand tu as des gens qui te disent 2 fois sur 3 des faussetés, bon, tu les exclus de tes informateurs. Et c'est ça que ça veut dire ne pas avoir confiance en eux. Alors, si à une étape ultérieure, il intervient là. Donc, si tu veux, tout ceci dépend vraiment de la conception qu'on soit le témoignage. Et comme tu viens de le comprendre, je suis un réductionniste à propos du témoignage et nous divergeons. Est-ce que je peux revenir, Pascal, à ma question Schopenhauer ? Non, fils de Schopenhauer. Qu'est-ce qui se passerait si on remplaçait le mot fiction par le mot représentation? Parce que moi j'ai le sentiment que dans le discours constructiviste, postmoderniste, etc., on oppose de façon assez stupide d'un côté un pôle qui serait la vérité brute et de l'autre la fiction, avec évidemment une conception totalement disqualifiante de la fiction comme étant purement inventive, imaginaire. Or si on remplace fiction par représentation, à ce moment-là, on réintroduit quelque chose qui est simplement de l'ordre du rapport effectif que les humains ont avec la visée de vérité, avec toute cette dimension de connaissance, d'institution, d'accord, de confiance, etc. Enfin, toute l'épaisseur ça me va. Une sociologie de la cognition. J'ai cité un passage de Foucault. Bon, c'est très difficile, évidemment, d'avoir affaire à un auteur comme Foucault parce que il se déplace constamment, quoi. Il est un peu comme les dunes sur le bord de la plage. Quand on avance un pied, puis un quart d'heure plus tard, la dune est plus loin. Il y a des trous aussi, on risque de se noyer. Donc c'est un style qui est souvent difficile, il déplace les points de vue. Mais dans le texte que j'avais cité, il parle, rappelle-toi, d'ontologie, il parle de mode d'être, et il laisse entendre que tous ces modes d'être sont des fictions. Donc c'est lui-même qui emploie le mot fiction. Et évidemment, si on pousse dans le sens de vérité et mensonge au sens extramoral du texte de Nietzsche, on a tout à fait cette idée que la vérité n'est qu'un ensemble de métaphores et ainsi de suite. Et ça se traduit assez bien dans la ritournelle postmoderne standard. Mais en effet, si on admet l'idée que les gens ont certaines représentations, sont prêts. Alors, qui dit représentation dit quand même contenu de représentation. Qui dit représentation dit aussi capacité pour ceux qui ont ces représentations de pouvoir, sinon les confronter à une réalité extérieure hypothétique, mais au moins pouvoir les confronter à d'autres locuteurs qui ne seraient pas d'accord, et ainsi de suite. Donc, je suis prêt de ce point de vue-là à admettre tout un spectre de conceptions et metaphysica non fingo. Donc, je ne mets pas des thèses métaphysiques là derrière. En fait, oui, ma position dernière et ultime, si j'étais acculé par Michel Foucault, coincé dans une... Je dirais, oui, je suis un métaphysicien. Bon, là, en effet. Mais il me semble pas qu'on n'est pas obligé du tout Il suffit qu'on ait une notion de représentation et une notion d'objectivité, et elle suffit
pour une sociologie de la connaissance, une histoire de la connaissance, une anthropologie des savoirs qui soit compatible avec Alors, est-ce que c'est une sorte de tentation qui a pris Foucault au fur et à mesure de prendre des postures, disons, anti-alétiques, puis ensuite les rétracter? C'est bien possible aussi. Il avait cette manière de... Oui, comme une dune assez mouvante dans ses textes de présenter les choses. C'est pour ça qu'il me semble qu'on peut voir ces projets effectivement comme un cube de Necker. Si on le voit par-dessus, on voit en effet une histoire et une généalogie tout à fait raisonnable, tout à fait acceptable dans le cadre de... Et si on le voit par en dessous, par le côté Mr. Hyde, plutôt que par le côté Dr. Jekyll, eh bien, on voit quelque chose de plus noir et de plus sombre et de plus ricanant. Et tu n'as pas le sentiment que la postérité de Foucault, qui est quand même le filtre à travers lequel aujourd'hui on connaît Foucault, a plutôt investi le côté Mr. Hyde? Ça, je ne sais pas. Je dois dire qu'effectivement, j'ai beaucoup lu Foucault dans ma jeunesse, mais je ne me suis pas tellement tenu compte de ce qui s'est fait dans les 10 dernières années. Mais c'est possible, effectivement. Bon, il y a une opposition que Vincent Descombes a faite, qui est reprise d'ailleurs par Jacques Bouvresse dans son dernier livre, parce que je n'ai pas signalé qu'il vient de faire paraître un livre qui s'appelle Nietzsche contre Foucault, que j'ai lu il y a 1 heure. Donc, ce qui m'a fait immédiatement changer tout mon exposé. Bouvresse fait remarquer que Descombes a dit qu'il y avait un Foucault américain et un Foucault français. Alors le Foucault américain, ce serait celui qui serait plus ou moins postmoderne, une sorte de produit d'exportation. Et puis l'autre, bon, c'est un historien des sciences, influencé par Canguilhem, influencé par une sorte de positivisme français un peu romanticisé, mais qui ensuite, mais qui a tout à fait ces racines-là, racines qui sont très mal comprises, par exemple, bon, dans le livre de Dreyfus et Rabinoff, dont pratiquement tout le monde est prêt pour reconnaître qu'il donne une espèce d'image très trompeuse de Foucault. D'ailleurs, bon, Dreyfus et Rabinoff pensaient que Foucault voulait proposer quelque chose comme une espèce d'éthique. Et ils pensaient que c'était une éthique pour Californiens, hein, peace and love, quelque chose dans ce genre-là. Et Foucault a freiné des cas de fer, il refusait cette interprétation-là. Et je décris simplement la manière dont un certain nombre de choses se sont passées. On peut en dire autant, d'ailleurs, entre parenthèses, de la réception américaine de Bourdieu, qui nous revient en France, relu à travers un filtre hyper constructiviste. Ça, c'est la fatalité. Quasiment, Bourdieu, ça vient du Michel de Certeau. Bah, c'est comme le vin ou le positivisme, ça voyage mal. Et là, une des raisons est la division des départements américains entre philosophie et littérature comparée, c'est-à-dire que les philosophes continentaux arrivent et s'ils ne rentrent pas dans les concepts analytiques de philosophie, ils sont envoyés à des littéraires qui parfois ne prennent pas les choses... Oui, mais enfin, disons quand même que les Américains, en l'espace de 30 ans, ont quand même eu la possibilité de se corriger, donc j'espère qu'ils l'ont fait. Justement, tu parlais de Canguilhem, cet héritage. Quand tu as parlé de la tentation constructiviste, et je pensais à Bloor et à la sociologie des sciences anglaises, et je me demandais, c'est quand même les années 60, je veux dire, je me demandais s'il y avait une lecture par Foucault de cette tradition-là, ou pas du tout, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est rejoint plus tard? Ça, si tu veux, c'est quelque chose à demander à ceux qui se sont penchés sur toutes les archives qui existent actuellement. Bon, Foucault lisait absolument énormément, donc je serais fort étonné qu'il... Mais bon, il y a tout un dossier concernant la question de savoir s'il avait lu Thomas Kuhn au moment où il a écrit Les mots et les choses. Il y a tout un dossier pour savoir s'il avait lu Ronald Lang au moment où il a écrit sur la psychiatrie, si c'est une sorte de... Donc je ne sais pas, mais je serais quand même fort étonné qu'une certaine sorte de sciences sociales qui avait cours en Angleterre dans les années 50, il suffit de penser par exemple au livre de Peter Winch, ou bien qui s'appelait The Idea of a Social Science, qui est un livre wittgensteinien dans lequel Peter Winch compare la notion de forme de vie avec l'idée de forme sociale. Donc cette idée était dans les environs. Comment ? Berger et Luckmann. Voilà, donc il est fort récent.
bon, effectivement, c'est possible. Mais ça, justement, alors, bon, c'était pas mon sujet aujourd'hui, mais il y a évidemment une grande opposition entre certaines formes assez continuistes d'histoire des sciences qu'on trouve dans la tradition positivisto-française et les formes discontinuistes dont tu parles. Maintenant, il est absolument évident que les lecteurs de Bloor et de l'école d'Édimbourg, quand ils ont vu arriver la mode Foucault, se la sont appropriés tout de suite. Alors, est-ce que ça fait feedback après? Question peut-être trop compliquée. Frédéric, tu sais quelque chose là-dessus? On s'attendait à un pugilat et c'est extrêmement calme. Non, je ne prétends pas être un interprète. Enfin, la dernière édition Pléiade révèle tout un ensemble de textes qui n'existaient pas avant. Les archives sortent et la vision que l'on a de Foucault après l'édition des cours, qui maintenant est complète quasiment, sauf, il y a encore ce bouquin là qui s'appelle Les aveux de la chair. Les dernières années ont apporté beaucoup de manuscrits, beaucoup de choses nouvelles. Donc j'avoue en effet n'avoir pris des textes que ceux qui sont dans les grandes œuvres publiées. Puis je me suis évidemment particulièrement intéressé à ces leçons sur la volonté de savoir parce que c'était mon sujet. Alors c'est ce qu'il a. Ça a été complètement brouillé, puisque effectivement, le bouquin qu'il a appelé La volonté de savoir, c'est un livre sur le sexe, alors que celui qui correspondait aux leçons ne porte pas du tout là-dessus. Est-ce que je peux quand même te poser une question? Tu as fait allusion au livre de Paul Veyne. Apparemment, tu n'es pas l'air d'accord avec sa lecture. Pas réellement. On va en dire un peu plus. Bah, je trouve que c'est une sorte de projection un peu fantasmatique. Par exemple, Paul Veyne semble être tout à fait convaincu que Foucault est un sceptique. Alors il lui est arrivé certaines fois dans des interviews de dire ça, mais je ne pense pas que mon interprétation est plutôt l'interprétation que j'ai appelée minimaliste. Il a une espèce d'argument transcendantal, historicisé, et il est parfaitement conscient du fait qu'il y a un certain nombre d'invariants dans des notions comme celle de vérité, connaissance, justification, et il se propose d'étudier la manière dont ils ont évolué. Donc mon interprétation charitable est ça. Maintenant, il y a des moments, en effet, où vous êtes sur un plateau de télévision ou dans une interview et vous dites des choses que vous n'avez pas envie de dire. Mais je pense également qu'il aimait bien aussi brouiller les pistes. Et qu'il aimait bien également provoquer. Alors Paul Veyne, lui, il va complètement dans cette direction-là. Et puis ce livre me paraît un peu étonnant aussi parce que j'aurais attendu de la part de Paul Veyne qu'il y ait un peu une sorte de réflexion plus profonde sur la méthodologie de l'histoire. Et dans ce livre-là, je ne trouve pas trop, quoi. Voilà, c'est pas un livre très enthousiasmant. Il faut beaucoup de choses, beaucoup de déclarations sur la personne de Foucault. Non, ça m'a pas. Je ne m'y fie pas. Est-ce que je peux te poser encore une question sur le devenir de ce travail que tu fais là? Je suppose que ton objet principal dans ta vie, c'est pas Foucault. Donc derrière cette réflexion sur Foucault, je suppose que tu vises quand même quelque chose de plus personnel sur la question de la vérité ou bien autre chose? Je veux connaître les relations entre connaissance, vérité et éthique, oui, rien que ça. Ça prend une tournure bientôt accessible ou... Bah, tu viens d'entendre. Non, mais attends, ça c'est sur Foucault. Voilà. Oui. Il y a une question. C'est quand même les mots à la base. Je suis la seule philosophe analytique de la salle qui doit défendre Foucault. Enfin, qu'est-ce qui arrive aux Foucaultiens présents dans la salle? Mais quand même, je trouve que tu n'as absolument pas cité le mot, mentionné le mot dispositif. Enfin, dans tout
ton discours. Ce qui m'a frappé, parce que moi je trouve l'ordre du discours, enfin pour un épistémologue social comme je suis, un texte d'épistémologie sociale plutôt profond, enfin. Donc au-delà du discours de la vérité, ce partage de vérité, de vrai et faux, en fait, c'est un des grands partages de la volonté du savoir, enfin je veux dire, et ce n'est pas seulement pour les sciences sociales, pour les sciences physiques, pour la théorie du changement du climat, et je veux dire, je trouve que Foucault peut-être en a dénoncé la portée politique, mais d'une façon aussi salutaire, enfin c'est ce que je veux dire, le fait que le partage lui-même interdit certains discours, même certains discours scientifiques. Enfin, celui qui parle d'astrologie dans une conférence d'astronomie, bah, il prend la porte, enfin, je veux dire, donc, il a dénoncé la portée politique, mais sans faire une théorie de la vérité, au moins dans ce texte, toi tu connais beaucoup mieux aussi le texte, qui soit si différente par rapport, maintenant je vais dire quelque chose qui va sembler à Quine. Truth is essentially a dramatic act. La vérité est juste un acte dramatique. En fait. Tu prends un morceau de la vérité et tu l'insères dans un discours. Tu as un dispositif. Spectacle. Voilà. Peut-être c'est traduit comme ça. C'est truth is essentially a dramatic act. D'une certaine façon, moi je pense que le relativisme ontologique à la Quine, dont ça pourrait être compatible. Donc, il a chargé la portée politique de ça, mais sans avoir, au moins peut-être j'ai raté ça, sans avoir une idée de la vérité si spéciale par rapport à l'idée que la vérité, c'est la vérité. Ça. Oui, bon, j'ai dit que c'était compatible avec une conception déflationniste de la vérité, selon laquelle employer le mot vrai, pour reprendre la fameuse métaphore de Richard Rorty, qui ne fait en un certain sens que compléter ce que dit Quine. La vérité, c'est comme quand tu donnes une petite tape sur le dos de quelqu'un pour affirmer que donc, ton énoncé, tu le trouves gentil, d'une petite tape, il est vrai. Voilà. Donc c'est dans cette conception-là, effectivement, la vérité n'est pas autre chose que l'approbation d'un énoncé. Oui, mais c'est ce qu'il fait Foucault. Les dispositifs d'approbation sont complexes, peuvent être politiquement très négatifs. Je n'ai absolument pas disconvenu du ah ben non, mais ça, si tu veux, la petite tape, c'est la nature de la notion. Après, une fois que tu as énoncé la nature de la notion, tu dois, en quelque sorte, remplir ce squelette. Hein, je veux dire, d'un côté, il y a les concepts et leur sens, et puis de l'autre côté, il y a après la Bon, donc effectivement, ce n'est pas du tout incompatible avec la position de Foucault d'avoir ça à ce moment-là. D'un autre côté, je me pose un peu la question, je ne suis pas sûr que les disciples de Michel Foucault, ceux qui ont été inspirés par son programme ou qui pensent faire une sociologie ou une histoire des sciences qui soit fidèle à son héritage, je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient tellement la réduction que tu viens de leur proposer, que de leur dire, mais finalement, vous êtes des petits Quine. Je ne suis pas sûr que ça les séduirait beaucoup. Et par ailleurs, je trouve aussi que c'est quand même un petit peu... Enfin, c'est pour ça que... Moi, j'ai quand même toujours lu Foucault comme un philosophe. Or, que ce soit Barbara ou toi, vous me dites, bon, ben voilà, Foucault, il est très utile pour les sciences sociales, mais pas plus. Ou bien Foucault, il dénonce les partages politiques. Évidemment que les partages politiques existent. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui sont exclus. Tout le monde sait qu'il y a des discours de vérité qui sont des discours de pouvoir. Bon, mais c'est pas, si c'est ça, d'abord, premièrement, Foucault n'est pas le seul à l'avoir fait. Donc ce qui est sans doute effectivement séduisant, c'est le fait qu'en faisant ça, il semble avoir fait autre chose. Donc la question que je posais, c'est a-t-il fait autre chose? A-t-il... Bon, et il suggère bien à certains moments qu'il l'a fait. Bon, il faudrait examiner à ce moment-là sa relation à Heidegger, qui est un débat extrêmement nourri sur la question de savoir jusqu'à quel point il endossait. Alors, il a dit à plusieurs occasions que sa conception de la vérité, c'était celle de Heidegger. Donc, ça éclaire pas mal de passages parmi ceux que j'ai seulement fait entrevoir. Et là, à ce moment-là, c'est quand même quelque chose d'un peu plus ambitieux. Alors, il y a des gens qui ont dit il a donné à Adorno et à Horkheimer ce que ces pauvres gens n'arrivaient pas à faire par eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire,
Adorno et Horkheimer ont voulu dire, hein, bon, vous savez, il y a un texte assez fameux de Foucault, sans doute une de ses interviews dans laquelle il dit « La torture, c'est la raison ». C'est dans les dits et écrits, c'est dans le premier volume. C'est très la même chose que la dialectique de l'Aufklärung. Et il y a des gens qui soutiennent qu'il a en quelque sorte mis en œuvre le programme qui était celui de Adorno et Horkheimer. Bon, ça c'est plus substantiel. Si effectivement on adopte ton interprétation, Foucault n'est sur la surface de la terre philosophique qu'une sorte de toute petite bosse, alors qu'il devrait être une montagne. Pierre. On a eu deux Foucault, hein. Là effectivement, toi tu le lis en philosophe, alors tu cherches en gros sa théorie de la vérité, Barbara le lit en faisant des sciences sociales. Il y a aussi une dernière chose qu'il faudrait prendre, c'est que de facto, sans le dire mais en le faisant quand même, dans les dernières années de sa vie, Foucault fait de l'histoire de la philosophie. Parce que, si, ces derniers cours, c'est quand même... Il n'aimerait pas qu'on l'appelle comme ça, parce qu'on pourrait lui renvoyer le compliment qu'il faisait à Derrida au moment de l'histoire de la folie, quand il le traitait de petit maître qui traite les auteurs, etc., etc. Mais de facto, quand même, ces derniers grands textes, à partir de ces derniers grands cours, à partir de l'herméneutique du sujet, c'est l'histoire de la philosophie. Là, il faudrait se poser la question de savoir s'il fait bien de l'histoire de la philosophie ou pas. C'est-à-dire, au fond, aussi, quand il lit les textes, est-ce qu'il fait de la bonne herméneutique ou pas, hein. Là, le tournant Foucault, ce qu'il appelait son triple grec et latin, c'est sous l'inspiration d'Ado, ou c'est dans un compagnonnage dont je ne connais pas bien les enjeux, les évolutions et les ruptures avec Ado. Mais enfin, en tout cas, malgré tout, il essaye de nous vendre un peu la lecture qu'a Ado de la fin de l'Antiquité philosophique, qui est la philosophie comme souci de soi, comme exclusivement souci de soi, etc. Donc là, de facto, il fait de l'histoire de la philosophie. Il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est oui, pour le dire en deux mots, parce qu'on va s'arrêter, c'est est-ce que c'est de la bonne histoire de la philosophie, et est-ce qu'il fait de la bonne herméneutique quand il lit les textes? Voilà, ce serait l'objet éventuellement d'une autre discussion autour de Foucault. Bon, je connais un tout petit peu un épisode de ça, parce que j'étais un ami d'Henri Joly, et Henri Joly était très copain avec Foucault. Ils avaient tous les deux été à Clermont. Et Henri Joly a écrit un livre qui s'appelle Logos, Episteme, Polis, qui, je crois, bien que ce ne soit pas cité par les commentateurs, a beaucoup influencé Foucault. Et ce livre est sorti précisément aux alentours de 1978. C'était la thèse de Henri Joly. Enfin, de 78-79, quelque chose comme ça. C'était la thèse d'Henri Joly, et c'était un livre dans lequel Joly expliquait en quoi il appelait ça le renversement platonicien. Comment les concepts logos, épisteme, polis se sont créés. Je pense qu'effectivement, il a cherché à faire quelque chose comme ça. Maintenant, comme le faisait remarquer Henri Joly, c'est une histoire de la philosophie quand même très très bizarre, parce qu'il nous parle du banquet de Platon, il nous parle de l'érotique platonicienne. Il n'y a pas un mot sur la théorie des formes. Donc, effectivement, c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui fait de l'histoire de la philosophie. Donc, c'est quelque chose comme une espèce d'histoire de la philosophie souterraine, une espèce de tentative de réécriture par un autre angle de l'histoire de la philosophie antique. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il essaie de faire ça. Alors maintenant, il y a des gens qui ont qui ont contesté cette idée d'une sorte d'influence unilatérale de Hadot sur Foucault. Il y a des hadistes qui se sont désolidarisés. Par exemple, Arnold Davidson le fait. Je voudrais rappeler qu'il y a un très bel article sur cela d'un des majeurs historiens de la philosophie antique italien qui est Mario Vegetti, et qui a écrit dans le volume Foucault Oggi un article tout à fait intéressant où lui, Foucaultien de la première heure, qui avait beaucoup changé son approche au monde antique en lisant Foucault parce qu'il avait découvert les rapports avec les institutions, les systèmes de pouvoir, au lieu de faire l'histoire de la philosophie idéaliste classique qui lit les textes, etc. Il a dit qu'il était tellement déçu lorsqu'il a découvert la démarche historienne de Foucault, parce qu'il a dit il est revenu en arrière, il lit les textes, il fait les commentaires de Socrate sans tenir compte de la constitution de la cité antique, etc. Et c'est comme renier soi-même. Il n'a pas appliqué sa propre méthode qui marchait avec l'âge classique, et là probablement parce qu'il travaillait vraiment de deuxième main. C'était
c'était une recherche qui devait s'appuyer beaucoup sur les interprétations préconstituées des autres. Par exemple, l'idée que la philosophie antique était une manière de vivre, seulement ça, et pas métaphysique. C'est un très bel article, très intéressant, parce que c'est vraiment interne. C'est quelqu'un qui avait travaillé en utilisant sa méthode et qui après, en étant spécialiste dans le domaine, a dit il n'a pas fait ça lorsqu'il a approché abordé cet objet. Je crois qu'il faut qu'on arrête là. Encore une fois, Merci. merci Pascal. Merci à vous.